Nostalgie. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne dans ce drôle de bas monde qui est pas fait pour tout le monde. Et oui, vous reconnaissez sa voix et sa plume. C'est notre ami Frédéric Zetoun que nous avons le plaisir, que dis-je, le bonheur de recevoir ce matin en studio. Bonjour Ilana, comment ça va? Bonjour Fred, comment ça va? Plaisir extrêmement partagé. Alors Frédéric, moi je vous le dis et je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, ce matin cette interview sera sans aucune objectivité car je vous aime beaucoup et j'ai beaucoup de mal à le faire semblant, à le cacher. Alors Frédéric, vous êtes avec nous en studio car vous sortez ce livre, cette autobiographie Fauteuil d'artiste aux éditions de l'Archipel, un livre qui revient sur votre enfance, votre adolescence, votre entrée dans la vie active, votre très riche carrière musicale et médiatique. Alors d'abord, on aimerait connaître les motivations de cette écriture. Est-ce que c'était une idée qui germait depuis longtemps? Alors en fait, la première motivation, c'est qu'on me l'a demandé. Je jouais, je chantais mes chansons au théâtre du point virgule, au grand point virgule, et Jean-Daniel Belfond, le patron de l'Archipel, est passé voir le spectacle. Il m'a dit, mais ce que tu racontes dans tes chansons, pourquoi tu le développerais pas dans un bouquin? À l'époque, je lui ai dit, ouais, faut voir, pourquoi pas. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans, puis je ne savais pas du tout si j'en étais capable. Surtout, écrire des chansons, c'est une chose, écrire un bouquin, c'est un autre exercice. C'est vraiment, il faut un souffle un petit peu plus long. Et puis donc, j'ai laissé ça dans un coin. Puis le confinement est arrivé. Puis effectivement, entre-temps, l'envie de... Ça, c'était il y a quelques années. Puis entre-temps, effectivement, ma maman est partie. Mon père était déjà parti depuis quelques années. J'ai eu vraiment envie de leur rendre hommage, déjà, dans un premier temps. Et ce livre, je l'ai fait vraiment pour 3 raisons. À la mémoire de mes parents, parce que je pense qu'ils ont vraiment fait des choses à leur époque qui n'étaient pas courantes. Ils ont vraiment poussé les lignes de personnes qui avaient juste un certificat d'études. Et ça, on va en parler. Tout à fait. On va en parler justement de votre enfance, Frédéric. Vous rendez hommage à vos parents. Déjà cabotin, je me faisais désirer. Plus de 8 heures que maman, proche de l'agonie, tentait de m'expulser. Rien n'y faisait. Tout le corps médical avait beau me hurler dessus, je restais sourd à ses injonctions. Le pire est qu'il n'y avait de ma part aucune mauvaise volonté, juste une impossibilité à me servir de mes jambes. Même si mes souvenirs sont encore à ce jour un peu flous, je suis certain d'avoir tout de suite compris que pour les claquettes, c'était raté. Alors il y avait déjà beaucoup d'humour, c'est ce que vous écrivez avec beaucoup d'humour et d'amour aussi dans ce premier chapitre, Frédéric, de votre livre, votre vie qui commence en juillet 1961 à Tunis, avec cet handicap qui vous tombe dessus, mais aussi qui tombe sur votre famille. Effectivement. Et là où je dis que mes parents étaient absolument exceptionnels, c'est que cet handicap, il était bien là. Ils ont bouleversé les plans. Papa est venu avec moi en France très très vite parce qu'il fallait me faire opérer dans les plus brefs délais. Il y avait vraiment une question de survie, quoi. C'est vraiment, c'est presque de l'ordre d'un miracle que je sois aujourd'hui en face de vous pour vous parler. Et puis après ça, cet handicap, cette différence, comme il l'appelait, qui était bien là présente, ils en ont pas fait une pendule, quoi. Ils ont juste voulu prendre ça comme une différence. Voilà, ils avaient 3 enfants et mes 2 grandes sœurs et moi, et j'étais élevé effectivement comme tout le monde, si tant est que cette expression veuille dire quelque chose. Ouais. Alors vous dites avoir été opéré, c'est fou parce que à l'époque déjà, être en situation de handicap, avoir un handicap, c'était être indésirable en quelque sorte. Vous racontez que même les médecins de la clinique voulaient vous laisser mourir. En fait. Ça c'était en Tunisie, quoi. En fait, c'est quand même terrible. Ils avaient conseillé entre les mots, ils avaient conseillé à mon père pour eux, je n'étais pas viable. C'était en Tunisie en 61. Il y avait les événements de Bizerte. Beaucoup de médecins étaient déjà partis en France. Donc vraiment, c'était pas simple. Je suis pas sûr que les mecs qui m'auscultaient à ce moment-là. Ouais. Non, mais je sais pas si j'avais vraiment affaire à des médecins ou à des vétérinaires. Mais donc, si vous voulez, franchement, non, mais je dis ça heureusement que mon père, il aurait pu aussi les écouter et se ranger à leur avis. Lui, c'était absolument impossible de se ranger à cet avis-là. Et donc du coup. Donc ça a signé le départ en France. Il m'a pris avec lui. On est venu en France, mais vraiment à l'aventure. Mais mes parents avaient mis les pieds en France en 1950 en voyage de noces, et donc ils connaissaient, c'était comme une planète étrangère pour eux. Ouais. Alors c'est très touchant car on sent cette empathie que vous avez à l'égard de vos parents. Mon handicap l'a fait tant souffrir, votre mère. Elle le refuse avec tellement de talent, vous écrivez, et de force qu'elle finit par me le rendre inexistant. En fait, vos parents ne vous ont jamais senti, ne vous ont jamais fait sentir cette différence, quoi. Je ne me suis jamais senti diminué dans leurs yeux. Au contraire, c'était tu dois pouvoir faire ce que tu as envie de faire. C'était pas
comme les autres. C'était, tu dois pouvoir aller au bout de tes rêves, quels qu'ils soient. Il n'y avait pas de frein. Je les ai jamais. Alors, certainement, oui, bien sûr, il y avait du chagrin, j'imagine, mais en tout cas, ce chagrin-là, ils ne me l'ont pas mis sur les épaules. C'était, tu dois faire avec ce que la vie t'a donné. Mais ça, c'est avec mes deux frangines, ils étaient aussi exactement comme ça. Tu dois faire avec les cartes qu'on t'a données au mieux. Oui, voilà. Une croyance aveugle en la vie, c'est ce que vous écrivez également. Et puis surtout, ce dont nous avons jamais manqué à la maison, tiens, en un mot, c'est l'amour. Effectivement, alors ça, c'est assez commun dans beaucoup de familles, heureusement. Ouais. Mais surtout, il y a quelque chose qui pour moi est la clé de. Après, chacun a sa philosophie et chacun fait avec. Mais moi, pour mes parents, le bonheur a toujours été un choix. Effectivement, ils nous ont toujours enseigné ça. Le bonheur, c'est un choix. On a le choix d'être heureux ou pas. Voilà, on peut, face à une situation, soit se lamenter sur ce qu'on n'a pas et ne voir que ce qu'on n'a pas, soit voir ce qu'on a et essayer de le positiver. Ils ont toujours célébré la vie, quoi. Ouais. Alors, une anecdote sur votre famille, Frédéric, et je me devais d'en parler, je pense que ça va intéresser aussi nos auditeurs, parce que c'est quand même assez incroyable, c'est grâce à un certain Maurice Papon, que toute votre famille va être naturalisée française. Effectivement, papa donc travaillait, il avait pris le premier boulot qu'il a trouvé à l'usine. Il était manœuvre et puis ensuite soudeur. Et voilà, il a gravi les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe. Et en fait, et sa patronne, on était dans les années 60, 62, 63. Et elle voit ce monsieur venir tous les samedis matins faire des heures supplémentaires. Enfin vraiment, il n'y a pas 35 heures à l'époque. Il voulait qu'on s'en sorte. Ouais. Lui, c'était plutôt 70 heures, je pense. Et donc elle le voyait. Et puis elle était originaire de Bordeaux, ancienne résistante, une femme. Mon père nous la décrivait vraiment comme une femme à poigne, quoi. Puis elle voit ce monsieur qui avait déjà donc plus de 40 ans. Je lui dis, mais pourquoi vous venez travailler tout le temps? Enfin, il n'y a pas de week-end. Non, voilà, je peux pas, j'ai 3 enfants à charge. Et puis, papa était extrêmement pudique, c'était vraiment pas quelqu'un qui allait vraiment s'attarder sur ses problèmes. Il dit, voilà, puis j'ai mon petit dernier qui est souvent à l'hôpital, je ne suis pas français. Je lui dis, écoutez, aucun problème. Je vais demander à Maurice. À Maurice. Vous savez, je suis une ancienne résistante, ça fait quand même rire. Et j'ai un copain de résistance, Maurice, il va vous arranger ça. Maurice, le fameux Maurice, c'était Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris à l'époque. Et effectivement, nous avons un décret de naturalisation, mes sœurs et moi, parce que maman était déjà française, mes sœurs et moi, signé Maurice Papon. C'est incroyable. Alors la musique, bien sûr, Frédéric, on y vient, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Votre passion, vous aimez la musique, la variété française, grâce notamment à la radio qui est le principal média à l'époque, le plus écouté dans les années 60-70. Et puis surtout, vos sœurs vous achètent un manche-disque. Alors, un flingue-disque. J'invite nos auditeurs à aller regarder sur Internet à quoi ça ressemble exactement un flingue-disque, un manche-disque. Cet objet qui va devenir véritablement votre meilleur ami. Effectivement, c'était ça, une espèce de petite boîte où on rentrait il y avait des 45 tours. Là, j'ai l'impression qu'on parle de l'époque de Toutankhamon. il y avait des 45 tours. Et souvenez-vous, Ilana, c'était juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc, on écoutait, moi j'ai écouté les 45 tours que je m'achetais avec mon argent de poche à l'époque. Au bout de 10 passages dans cette espèce de machine, le disque était complètement flingué, il était rayé. Mais j'écoutais ça, voilà, du matin au soir. Et je ne saurais encore expliquer pourquoi. On va pas faire de la psychanalyse de bazar. Mais c'est vrai que ces chansons, elles m'ont vraiment aidé à vivre. Ouais. Je pense qu'il y a des chansons qui aident à vivre, sincèrement. Et puis vous écrivez aussi des poèmes. Vous aimez très tôt l'écriture. Vous écrivez des chansons. Bien plus tard pour draguer aussi les filles. C'était surtout ça. C'était pour pécho. C'était pour pécho. En fait, comme j'avais pas vraiment beaucoup d'atouts, objectivement, j'étais bègue, j'étais boutonneux, j'avais des lunettes de myopie. Enfin, vous imaginez en fauteuil roulant. Vous étiez ado, quoi. Non, mais vous me mettiez dans un jardin comme épouvantail à moineaux. Les cerises, elles n'étaient pas mangées, hein, je peux vous assurer. Et donc, effectivement, la seule façon que j'avais de me défendre, ma seule originalité était d'écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire des petits poèmes maladroits, mais des trucs, mais c'était... Mais quand même, vous vous faites remarquer par un professeur, Monsieur Sarr, et vous atterrissez grâce à lui à Boulogne, au studio Pathé. C'est le début des aventures. Effectivement, j'avais 13-14 ans, c'est en 4e, ça. Et effectivement, j'avais un prof complètement fou, loufoque. En fait, c'était pas mon prof, c'était le prof de la classe voisine. Mais en fait, on écoutait ses cours parce qu'il y avait un tel bordel dans ses cours que souvent les autres professeurs étaient obligés de venir faire régner l'ordre dans sa classe tellement ce monsieur était fait que pour enseigner comme moi pour faire la lambada, quoi. Et effectivement, on s'était liés de sympathie. Lui, c'était un fou de Mozart. Il ne connaissait rien à la variété. Il devait me trouver un peu fou. Et donc voilà, il m'accompagnait au piano et on allait faire les maisons de disques comme ça.
comme ça. Ouais. Et donc vous avez atterri au studio Pathé. Vous avez commencé à enregistrer, je crois. Mais à l'époque, non. Ce qui se passait, c'est que vous envoyiez un timbre et pour la réponse, et vous receviez. Il y avait les grandes maisons de disques. C'est une époque qui n'existe plus. Faisaient souvent des auditions. Il y avait des auditions chez Barclay et des auditions chez Pathé. Et donc c'était la possibilité. Mais on était 50 le premier mercredi du mois à se retrouver à Boulogne dans les ex-studios Pathé où il y avait Pathé Marconi, où il y avait un directeur artistique, le pauvre, qui avait dû être réquisitionné pour ça. Et vous aviez 12 Mireille Mathieu, 13 Hugo Frey, enfin des clones de plein d'artistes qui venaient se faire écouter. Ils ont rarement trouvé beaucoup de talent là. Et puis bon, moi je suis arrivé, le mec a été super sympa. Ouais. Quoi. Moi j'étais sûr qu'on allait signer un contrat et que j'enregistrais un disque, quoi. Il m'a juste dit. En tout cas, c'est le début de vos aventures. On peut dire. Et puis le directeur artistique dont j'ai oublié le nom ce jour-là a vraiment été sympa. Il m'a dit mais c'est bien ce que t'écris, tu es encore un peu jeune, mais c'est bien. Donc voilà, il m'avait encouragé. Alors vous parliez de ce professeur. On va parler de l'école justement. Avoir un handicap quand on est enfant, quand on est à l'école, c'est pas une chose facile à gérer. Le regard des autres qui prime énormément. Mais vous racontez, vous, avoir toujours finalement pris le contre-pied de ces critiques. Quand on parlait de vos chaussures orthopédiques, par exemple, vous disiez que Frédéric François avait les mêmes. Effectivement, encore un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoique ça revient à la mode, les semelles compensées. Dans les chanteurs à minette, vous savez, ces chanteurs qui faisaient rimer amour avec toujours, et Frédéric François en faisait partie, ils avaient des chaussures comme ça à semelles compensées avec des épaisses semelles. Et moi, j'avais un poster dans ma chambre de Frédéric François dont j'étais fan, et quand on se moquait de moi, et quand on me disait mais tes chaussures orthopédiques, c'est vrai que les enfants sont pas toujours extrêmement gentils. Je disais mais non, c'est pas des chaussures orthopédiques, c'est les chaussures de Frédéric François. Je vous assure que le jour où j'ai raconté ça à Fredo, parce que maintenant on travaille ensemble depuis quelques 20 ans, le jour où je racontais ça l'a beaucoup fait rire. Ah oui, qui tient une place très importante dans votre vie, Frédéric. Alors on apprend plein de choses sur vous, sur votre jeunesse, et notamment, alors ça m'a beaucoup amusé, que vous avez fait des études de droit. Et vous dites, j'avais l'impression d'être au zoo, à côté des sacs Vuitton et des autres marques de luxe. Vous faisiez dans la provoque avec un énorme sac plastique Carrefour en guise de sac. J'en rajoute, et c'est vrai que en première année, déjà, on voyait les futurs notaires, les futurs gens bien, quoi. Et moi, j'ai fait droit comme j'aurais pu faire autre chose. Mais longtemps, en plus. Oui, vu que j'étais boursier, il fallait absolument que je passe dans l'année supérieure, non seulement pour conserver ma bourse d'études supérieures, et pour conserver mon boulot de pion. À l'époque, vous pouviez être étudiant et être pion dans un lycée, et j'avais vraiment besoin de cet argent. Donc en fait, je bossais en toute fin d'année, je bachotais à fond pour pouvoir passer dans l'année supérieure, mais j'étais pas du tout là, quoi. Enfin, je m'en foutais complètement. D'ailleurs, le droit, je suis allé jusqu'au bout, mais je n'ai jamais plaidé, je n'ai jamais rien fait avec ça. Ouais. Alors, vous ne trouvez évidemment pas votre bonheur dans ces études de droit, même si vous continuez quand même quelques temps, puisque votre passion, c'est la musique, et vous faites une première apparition à la télé en 1983 dans l'émission Champs-Élysées. Écoutez. Ah, c'est juste la musique, Frédéric. Il fallait pas s'attendre à un passage. Je dirais, Michel Drucker est là. Mais alors, quel souvenir vous gardez de cette première télé, Fred ? Écoutez, un souvenir extrêmement ému. J'étais pas prêt du tout. Et ceux qui nous regardent sur YouTube vont pouvoir voir cette magnifique photo de vous en blouson en cuir. Vous êtes magnifique, Fred. Là, oui, puis là, c'est bien parce qu'avec la coiffure, j'ai l'impression d'avoir écrasé un caniche nain sur le front. Non, c'est vraiment. Puis là, vous voyez, c'était un petit peu. J'avais le nœud papillon de Bozo le clown et les lunettes d'Elton John. Non, vraiment, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. J'avais 22 balais. Je sortais de chez moi. J'arrivais de Aulnay-sous-Bois. Je me retrouve sur le plateau de Michel Drucker. C'était à la fois un conte de fées, honnêtement, j'étais pas prêt du tout. Il y a eu ce premier 45 tours. En revanche, ça m'a fait remarquer par d'autres artistes qui m'ont vite demandé d'écrire pour eux. Je crois qu'à l'époque, ma place était vraiment d'écrire pour les autres. Mais je garde un souvenir. Ce qui m'avait aussi beaucoup touché sur cette première télé, j'étais pas prêt du tout. Et Michel Drucker est toujours la star que l'on connaît. Et la gentillesse de ce monsieur, la vraie gentillesse de ce monsieur, qui m'avait vu vraiment comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, il m'avait vraiment un petit peu guidé. Je me souviens de lui et je me souviens de Dalida à la fin qui était Tout est un auteur. Il m'a dit, tout est un auteur, il faut que tu écrives. Donc voilà, je l'ai fait. Autre télé, bien plus tard, alors c'est le premier aussi à vous tendre la main, un certain Jacques Martin, le roi. Magnifique rencontre. Martin, il vous donne votre chance pour une première apparition télé dans une espèce de talk show
un peu avant-gardiste en fait, Frédéric. C'était en fait une revue de presse de l'actualité. Il y avait une émission qui s'appelait Un siphon fond qui passait. Donc Jacques Martin prenait l'antenne dès 11h le dimanche matin. Il y avait la grande émission de variété. Ensuite, il y avait l'école des fans, la mythique école des fans. Et puis vers 17h30, il y avait une espèce de truc qui était dans la grande tradition des chansonniers, où une équipe de jeunes auteurs et humoristes réunis autour de Maître Jacques et de Jacques Martin parodiaient et brocardaient l'actualité. Et je suis rentré dans son bureau vraiment pour 10 minutes. Je faisais un bouquin sur les années 70. Ouais. Je voulais l'interviewer sur Le Petit Rapporteur, qui avait été l'émission dans les années 70 qui avait révolutionné l'humour à la télévision. Et ce mec était complètement fou, mais au sens le plus positif du terme. 10 minutes s'est transformé en 2h30. En 2h30 et en 4 ans. Et vraiment, en partant, il m'a dit, il faut qu'on se revoie. J'ai dit, oui, bien sûr, mais je pensais qu'il était complètement starbé, quoi. Et il m'a rappelé 3 jours après, je vous jure que c'est vrai, en me disant, voilà, j'ai une question à vous poser, vous avez 30 secondes pour me répondre. Vous venez bosser avec moi, oui ou non? Mais pour faire quoi? Vous savez, à l'époque, je bossais à Europe 1, mais oui, vous venez travailler avec moi, oui ou non? Bah oui, et vous répondez oui, quoi. Et voilà, et j'ai vraiment terriblement appris avec lui. C'était un être hors norme. Il avait des colères homériques. Il avait des coups de cœur aussi, tout aussi inversement proportionnels à ses colères. Et c'est vraiment quelqu'un. Il y a rarement une semaine où je ne pense à lui, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Alors le handicap, Frédéric, est au cœur bien sûr de cet ouvrage. Vous êtes déçu, en quelque sorte, souvenir plutôt mitigé, puisque vous dites cette première télé, finalement, vous avez plus eu l'impression que c'est votre fauteuil roulant qui a été plus vendu que vos chansons. Vous parlez de Champs-Élysées. C'était ça. C'est vrai que dans la presse à l'époque, encore une fois, moi j'étais pas prêt. Je pense que je n'avais pas les bonnes chansons pour l'époque. Faut quand même déjà commencer par balayer devant sa porte. Mais en plus, le regard sur le handicap, on est en 1983, j'enregistre en 82, le 45 tours sort en 83. Quand je passais à la télé, il fallait absolument qu'on mentionne ça. Enfin, il y avait pas, on voyait pas beaucoup. Je dis pas qu'on en voit beaucoup en ce moment. Beaucoup de discrimination positive en fait, c'est ça. C'était pas. Je suis pas sûr que c'était positif. Il fallait absolument parler du fauteuil. Moi, je voulais qu'on parle de mes chansons. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens très bien, j'avais, ça pourrait laisser rêveur. Le matin de cette première télé à Champs-Élysées en 83, je me retrouve avec dans François une demi-page, le chanteur de l'espoir, mais chanteur de l'espoir de rien du tout. Je viens chanter mes chansons. Il fallait absolument, comme s'il y avait une gêne et qu'il fallait absolument dégoupiller cette gêne avant que je n'apparaisse. Et c'est vrai qu'à l'époque, je dis pas qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, mais les personnes en situation de handicap, il y a un petit peu de chemin qui a été fait malgré tout durant ces 40 années, mais pas tant que ça. Mais alors à l'époque, j'étais vraiment, c'était un cas, quoi. Et puis vous racontez toutes vos difficultés en termes d'accessibilité. Vous devez monter les escaliers avec les mains, vous devez demander à des gens dans la rue de vous porter, vous devez attendre. C'est incroyable. C'est toujours le cas. Ça, c'est toujours le cas. Il y a de magnifiques lois sont votées en France, de magnifiques dérogations sont données ensuite pour pouvoir détourner ces lois. Effectivement, on en parle beaucoup plus des gens en situation de handicap. On parle beaucoup plus. Il y a beaucoup de campagnes de communication qui sont faites là-dessus. Mais dans la réalité, il y a toujours des dérogations honteuses. Il y a toujours des établissements destinés à recevoir du public qui finalement ne répondent pas et ne sont pas en accord avec la loi, ne sont pas conformes à la loi. Non, franchement, il y a encore beaucoup de travail. On va revenir sur le handicap. On n'aura peut-être pas le temps de parler de William Lémergie. En tout cas, c'est un autre homme de télé qui vous a tendu la main au départ pour des chroniques d'été, puis finalement qui dure depuis 30 ans, voilà, 20 ans. Et côté perso, Fred, il y a des bonnes nouvelles. Une rencontre avec Sabrina dans les années 90. C'est votre femme, votre âme sœur, cette histoire que nous vivons toujours comme deux adolescents attardés. Écrivez-vous. Totalement. On est totalement immature. Ça n'a pas changé. Je pense qu'on a vieilli tous les deux. Enfin oui, ça c'est une certitude. Je suis pas sûr qu'on soit devenu adulte un jour, quoi. Ouais, très belle photo qui apparaît, je crois, à votre mariage à Las Vegas, il me semble. Effectivement, c'était avec le fameux Elvis Presley. On avait une grande adoration l'un et l'autre pour la tradition du mariage. On ne se voyait pas inviter Tata Rachel et Tonton Shlomo et prendre l'orchestre
l'orchestre Crève-Tympan de Shlomo Cohen et de ses cuivres. Donc nous sommes partis très très loin de Paris, nous mariés à Las Vegas avec deux témoins qui restent nos deux amis. Viva Las Vegas. Alors un amour si fort et si solide que vous décidez à adopter, alors je l'ignorais, après 2 ans et demi d'attente, un petit garçon en Éthiopie. Et là encore, il est question de handicap, Frédéric. En fait, moi, si j'ai raconté ça, ce chapitre-là, je ne savais pas si j'allais l'aborder dans mon bouquin ou pas, parce que mon fils, c'est sa vie, et je voulais pas parler de la vie de mon fils. Je voulais vraiment parler et donner de l'espoir aussi, si c'est possible, aux gens, les couples dont un des 2 parents est en situation de handicap, et qui souvent se disent, peut-être on n'y arrivera pas. Alors c'est compliqué, c'est un chemin de croix, vraiment, c'est un chemin de souffrance, mais à l'arrivée, il y a un tel bonheur que cette souffrance, on l'oublie. Effectivement, pendant 27 mois, déjà, le chemin de l'adoption, pour tout un chacun, c'est compliqué, mais quand en plus vous cumulez et que, moi j'étais en situation de handicap, il y a des pays où l'adoption était complètement fermée, où de toute façon il y avait le fait d'être juif dans certains pays. Vous racontez qu'on demande des certificats de baptême. De baptême, sur toute l'Amérique du Sud, à l'époque, tous les orphelinats étaient tenus par des bonnes sœurs, donc pour elles, un gage de moralité, c'était de pouvoir assurer que l'enfant serait élevé dans la religion catholique. Bon là, on était mal barré de ce côté-là. En Russie, c'était juste impossible, parce que de toute façon, quelqu'un en situation de handicap, on préférait laisser des enfants se morfondre dans leur lit, dans leur orphelinat, plutôt que de le donner à un parent qui était en fauteuil roulant. En Chine, en Chine, là, ils étaient vraiment extrêmement drôles. Je pense que c'est l'humour, c'est le raffinement chinois. Ils voulaient bien, oui, c'est possible, mais avec un enfant à particularité. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on ait un enfant handicapé, comme si on allait faire un élevage, quoi, en fait, en quelque sorte. Non, mais je dis ça en riant, et c'est vrai qu'à l'époque, on se demandait parfois s'il fallait pleurer ou rire, quoi. C'est mon épouse qui en plus se tapait toutes les démarches. Je suis pas une espèce de phobie administrative, des rapports à faire traduire dans toutes les langues. Enfin, vraiment, ça a été un vrai chemin de difficulté, mais à l'arrivée, pour un tel bonheur, pour avoir notre fils. Et je n'ai raconté ça, encore une fois, je ne voulais rien prendre de la vie de mon fils en racontant tout ça, mais juste dire aux gens, oui, on peut être en situation de handicap, oui, on peut adopter. Je me souviens que je suis toujours un papa comblé d'avoir été adopté par son fils. C'est ce que vous écrivez sur Simon. Alors on va terminer, il nous reste très peu de temps, peut-être 1 minute, Frédéric. Un livre qui se veut comme un cri du cœur face au manque d'accessibilité, on l'a compris, pour les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap qui sont aussi les invisibles du paysage audiovisuel français, c'est ce que vous écrivez, et qui n'ont pas les mêmes devoirs que chacun, n'ont pas les mêmes droits que chacun. Si elles ont les mêmes devoirs, elles n'ont pas les mêmes droits, et à commencer par la liberté de se déplacer. Qui est une liberté fondamentale, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap a les mêmes devoirs, effectivement, elle paye des impôts, et je suis très content de payer des impôts, et j'espère en payer encore plus l'année prochaine, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui des endroits destinés à recevoir du public qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y a des bâtiments administratifs où l'on ne peut pas accéder. Ça bouge, on me dit que ça bouge, moi j'aimerais que ça bouge encore plus vite. Eh bien, vous racontez tout cela dans votre livre, Frédéric, Fauteuil d'artiste. Le bonheur est un choix, c'est en tout cas votre conviction, votre philosophie. Je le pense vraiment. Et celle de votre famille, de vos parents, à qui vous rendez hommage dans ce magnifique livre. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous, Ilana, c'était un plaisir. Tout le monde à se procurer ce livre, votre autobiographie aux éditions L'Archipel. À très bientôt. Merci, c'était un vrai bonheur. Merci.